Vit pas dans la même France. Magali Berda, il est 20h02, nous sommes sur Sud Radio. Bienvenue, on vit pas dans la même France. Cette émission si particulière qu'on aime tant, qui rassemble tous les soirs deux mondes qui ne se parlent jamais, qu'on a l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble d'ailleurs. N'est-ce pas, monsieur le sénateur? J'ai fait la presse. J'avoue, je commence à l'envers. Mais parce que je vous trouvais très... Alors ce soir, on va parler d'un sujet, je rigole un petit peu pour détendre un petit peu l'atmosphère, mais on a un sujet très 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 important, très compliqué. La fin de vie, l'aide à mourir aujourd'hui en France, c'est un vrai débat. Il y a des sujets entre l'Assemblée nationale qui partent au Sénat, qui retournent à l'Assemblée nationale. On va en parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'aide à mourir en France? Des pays l'ont déjà adopté, des pays le refusent. Est-ce que vous pensez que c'est pour et aller pour la dignité humaine ou au contraire qu'on ne devrait pas le faire? Pour ce sujet, alors attendez, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la référence de Paris. Pas de cette émission, de Paris tout entier. Vous parlez de la France entière. De la France, de Saint-Martin, Saint-Barth. Saint-Martin, Saint-Barth. Exactement. On reçoit, je les embrasse. on reçoit pas, on est tous les soirs avec oui. Mathias. Comment ça va, Magali? Et toi? En fait, c'est très drôle ce qui s'est passé en off parce que une minute avant l'émission, Oui. tu as expliqué quand même au sénateur qu'est-ce qui était Whatnot. Oui, monsieur le sénateur, est-ce que vous savez ce qu'est Whatnot? Je le sais depuis que vous me l'avez expliqué. C'est ma nouvelle passion. C'est la nouvelle plateforme des réseaux sociaux. Et tous les soirs, Magali, elle explique aux sénateurs, aux députés qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Et ils sont à chaque fois subjugués. Et bientôt, vous irez faire un Whatnot avec moi. Voilà. C'est un mélange de TikTok et de Vinted. Vous savez ce que c'est Vinted? Oui. C'est un mélange de TikTok et Vinted. C'est génial. Et pour les anciens, Vinted, c'est les brocantes. Ouais, c'est Exactement. mais ce que c'est j'allais sous dire. forme d'enchères. J'adore les enchères. Bon, bref, allez, on n'en est pas là pour parler de Whatnot, même si c'est ma passion. Ce soir, on parle donc de ce sujet. On reçoit le sénateur du Nord, Olivier Henno, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, qui va débattre. Alors, on a deux influenceurs ce soir. On a David Antoine, qui est un influenceur kiné, mannequin, chrétien. Ça fait beaucoup de choses là. Ça fait trop de choses pour moi. Je suis en admiration. Je le vois avec son beau sourire là. Je me dis oulala. Et on reçoit Lola Dixit, qui est aussi influenceuse. Bonjour. Alors j'ai pris la plus belle photo avec une couronne de fleurs, un soleil. Si vous saviez, j'ai que des soleils aujourd'hui avec moi en plateau, par Mathias. Faut bien un petit peu d'orage. Voilà, c'est ça. Orage au désespoir. Alors, on va d'abord présenter nos influenceurs. Lola Dixit, vous êtes influenceuse engagée qui vulgarise la politique. Absolument. Vous êtes déjà dans le domaine, quoi. Absolument. On adore ça. Influenceuse qui vulgarise la politique, c'est toute ma passion. Je trouve ça essentiel pour notre société aujourd'hui de vulgariser la politique et de la rendre plus accessible pour tous. Donc, je suis ravie de vous avoir avec nous. Alors, la philosophie à travers le rap et la pop culture. Absolument. Et Le la rap. télé-réalité que vous devez bien connaître. C'est-à-dire, alors, dites-moi un petit peu. Alors, la première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo où je partais des apprentis aventuriers pour expliquer le clivage entre la gauche et la droite sur la notion des impôts. D'accord. Je suis partie du même constat que vous, en fait, qu'il y a deux France qui se parlent pas. J'ai une amie qui est venue me voir pour les élections présidentielles qui m'a dit pour qui je dois voter. J'étais en mode, tu dois voter pour qui tu veux. Elle dit oui, mais je comprends pas, la politique, c'est pour les élites, c'est pour les énarques. Et je lui ai dit, mais non, de la politique, il y en a partout. Il y en a dans les apprentis aventuriers. C'est vrai. Il y en a dans les morceaux de rap que tu écoutes. Et à partir de cette conversation, je me suis dit que j'allais développer cette chaîne TikTok. C'est génial. Et là, vous avez combien d'abonnés sur TikTok? J'ai 20 000, 23 000 abonnés sur Mais TikTok. c'est génial. Je commence. C'est génial. Et ben, franchement, nous, on vous encourage parce que c'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, parce que je trouvais ça essentiel de ramener les gens qui étaient fâchés avec la politique parce qu'ils la comprennent pas ou parce que les politiques ont du mal à communiquer avec nos jeunes aujourd'hui ou avec des gens, même pas que des jeunes, hein, des gens qui ont pas le même niveau, mais qui ont un niveau intellectuel, mais peut-être pas le même code de langage, on va dire. Et franchement, je suis très heureuse. Et quand j'ai fait mes immersions aux candidats à la présidentielle, c'était exactement pour ça. Et j'ai reçu plein de messages de gens qui sont allés voter parce que à travers mes vidéos, ils ont compris, ils ont découvert que ce soit de Mélenchon à Zemmour, à Le Pen, à Hidalgo, il y avait Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, notre président de la République. Tous ont joué le jeu, en tout cas. Donc c'est génial. Alors, vous faites ça avec pédagogie et humour. Vous parlez à une génération à qui l'on fait trop souvent croire que la politique ne concerne que les plus vieux. Pour vous, c'est important de vulgariser la politique pour que les jeunes s'y intéressent plus. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça ?
Parce que je vous disais, mon amie vraiment qui ne comprenait rien à la politique, moi j'ai fait une fac de droit et elle me voyait comme je sais pas, la présidente de la République. Elle pensait que je connaissais tout, que je savais tout, et en faisant ça, je me suis dit que j'allais lui expliquer que on pouvait être infirmière comme elle, aide-soignante, et comprendre la politique et en parler. C'est ça qui me tenait vraiment à cœur. Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont le meilleur lieu pour parler de politique aujourd'hui ? Je pense que c'est un très bon lieu parce qu'il permet vraiment, c'est un espace de liberté. Donc parfois cet espace de liberté mériterait d'être un petit peu limité pour pas tomber dans le harcèlement et dans toutes ces choses-là. Mais on voit émerger des idées qu'on ne verrait pas sur la presse écrite comme Le Figaro par exemple, ou des presses écrites très traditionnelles, ou de la presse radio aussi très traditionnelle. Alors ce soir on va parler de l'aide à la fin de vie. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors j'ai une position, je suis pour l'aide à la fin de vie, et ça depuis très longtemps. Ma position s'est raffermie très récemment parce que le 1er décembre 2025, mon papa a été diagnostiqué d'un cancer du foie. Et je l'ai vu, c'est un homme, moi je viens de la Creuse, je suis du fin fond de la campagne, et c'était un homme, vous savez comme il y en a à la campagne, très viril, machin, un artisan, qui travaillait beaucoup, qui utilisait beaucoup son corps, et je l'ai vu s'affaiblir, et j'ai vu comment ça affectait sa psychologie, etc. Tous les week-ends, je rentrais pour l'accompagner, et tous les week-ends, ma peur principale, ce n'était pas qu'il décède, c'était qu'il me dise « je ne veux plus vivre, aide-moi ». C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée, et j'ai eu de la chance. Alors, il est décédé la semaine dernière. La semaine dernière, La semaine dernière, lundi dernier. Son cancer a été fulgurant en 2 mois. Et quand je vous dis que j'ai eu de la chance, c'est pas parce que j'ai perdu mon papa qui me manque beaucoup. C'est parce que il a eu le courage ou la décence de ne pas me demander à mourir finalement. Et le cancer du foie, c'est un cancer qui est qui est très douloureux. C'est un cancer qui provoque des démangeaisons. Les draps de mon père étaient couverts de sang parce qu'il se grattait à s'arracher la peau. Des douleurs au ventre abominables. C'est un cancer qui est absolument douloureux, et il a eu la chance, si je peux dire, de partir en 2 mois, et ça n'a fait que renforcer mon avis sur l'aide à mourir finalement. Bon, c'est chaud, c'est dur. Vous avez du courage d'être là et de témoigner après ce drame, et on est désolé, et je vous apporte tout mon soutien. Et merci d'être là pour témoigner de tout ça et d'avoir un message très fort. Et on va vous laisser. On a 1 heure devant nous justement pour apporter des réponses, pour essayer de chacun apporter son témoignage, son expérience, etc., et faire avancer ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. On reçoit avec vous, en tant qu'influenceur aussi, David Antoine. Bonsoir David, alors qui est en visio avec nous. Oui, bonsoir. Alors, moi, je fais pas du tout de politique normalement sur mes réseaux, absolument pas. Alors, ce qui est assez drôle, c'est même que j'ai toujours refusé de faire de la politique. Donc, on me pose souvent des questions là-dessus. Et j'ai dit, je veux pas mélanger les choses de la foi, puisque je parle plutôt de la foi sur les réseaux, à la politique. Ce soir, j'ai décidé de dire oui, parce que même si c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler en politique en ce moment, c'est quand même un sujet sociétal et qui touche tout le monde au-delà de la politique. Je me suis dit, pourquoi pas donner mon avis et venir ce soir. Alors merci déjà d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, et nous on tient à vous dire qu'on vous demandera jamais de dire de quel bord politique vous êtes ou pour qui vous votez. Enfin, on n'est pas là-dedans, on est plutôt pour des discussions constructives, et puisque finalement la politique elle impacte notre société aujourd'hui à 100%, et dans tous les sujets aujourd'hui sont liés à la politique, et voilà, c'est donc merci à vous d'avoir eu cette gentillesse d'être avec nous. Vous êtes influenceur, donc chrétien engagé. Effectivement, vous parlez beaucoup de foi sur vos réseaux sociaux. Vous êtes connu du grand public pour votre participation à l'émission Friends Trip également. Oui, c'est ça. Et L'amour est aveugle aussi. Et L'amour est aveugle. J'ai fait la saison 3, donc la fameuse émission qui a rendu Nabila célèbre à l'époque. Ah, vous étiez dans l'émission de Nabila ? Non, pas la même saison. Pas la même saison, mais okay. la même. Et est-ce que vous avez trouvé l'amour ? Non, pas du tout. Bon. Il a cherché l'amour dans le noir, il l'a trouvé dans la lumière avec Jésus. Amen. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, vous utilisez vos plateformes pour partager votre foi, vos valeurs et vos réflexions sur la spiritualité, l'amour et le sens de la vie. À travers vos prises de parole, vous prenez la bienveillance, l'authenticité et la tolérance. Surtout, c'est un point très important pour vous. Vous pensez quoi, vous, de la loi sur la fin de vie ?
Alors, il y a pas mal de choses à dire. J'imagine qu'on va rentrer plus dans les détails après. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui prône la vie. Pour moi, il y a un verset, en fait, il y a plusieurs versets qui montrent que la vie est importante. C'est, par exemple, un Deutéronome 32, verset 39. Dieu dit, c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Vous n'êtes pas tout à fait OK avec cette loi? Non, je suis pas tout à fait OK avec cette loi, mais on y reviendra et je pourrais expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions avant de venir à ça déjà. Bien sûr. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On reçoit juste après cette petite pause notre sénateur star ce soir. Attention, Olivier Henno, qu'on est ravi de recevoir avec nous sur ce sujet. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'aide à mourir en France? À tout de suite sur Sud Radio. Il est 20h14 pour une émission très très poignante ce soir. Êtes-vous pour ou contre l'aide à mourir en France? On en parle avec le sénateur du Nord, Olivier Henno, et deux influenceurs, David Antoine, influenceur kiné, mannequin et chrétien, et Lola Dixit, influenceuse engagée, qui vulgarise la politique sur ses réseaux à travers des vidéos TikTok et qui fait un véritable carton. Tous les deux, vous faites un carton sur les réseaux. David Antoine, quand on a dit, alors on m'a dit David Antoine aussi, c'est une star des réseaux sociaux. Et donc moi, je suis trop contente. Toutes ces vidéos. Parce que c'est sur la foi, mais en plus il joue. En fait, on parlait de Lola tout à l'heure, tu parlais de la télé-réalité, le pont avec la politique. Et en fait, David, il a fait la même chose sur une vidéo avec la Villa des Cœurs Brisés, et à la fin, il parle de Jésus. Il a fait un lien entre les deux, c'est incroyable comme on peut utiliser les choses. Voilà. Après, non, mais ça fait du bien, un peu de spiritualité, ça apaise un petit peu les tensions des réseaux sociaux. Il y en a marre de voir de la haine et des insultes. On préfère voir un peu d'amour à travers toutes les religions. Nous, on est open à tout. Chacun fait ce qu'il veut et croit en qui il veut, et tant qu'il est heureux et que tout le monde est bien dans sa peau, c'est le principal. Est-ce que toi tu crois en moi? Pas du tout. Ah, voilà. En toi, non. Non, mais c'est bien. Olivier Henno, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur du Nord. Vous êtes engagé de longue date sur les questions de cohésion sociale, d'éducation et de solidarité. Votre parcours est marqué par une volonté constante de rapprocher la politique des citoyens et de défendre les territoires également. Vous portez une vision humaniste, attentive aux plus fragiles comme aux classes moyennes, tout en étant force de proposition au Parlement. Alors, vous m'avez pas demandé si j'avais trouvé l'amour. Mais je l'ai trouvé, figurez-vous. Et donc, je lui fais un petit clin d'œil si elle m'écoute. Comment elle s'appelle? Nathalie. Oh là là, c'est récent? C'est récent ou ça fait un moment? 15 jours. Non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Non, 3 ans et demi. C'est tellement mignon. Voilà. Comme quoi, on peut retrouver l'amour à... Ah, je sais pas où je vais là. C'est gênant, Mathias. Non, mais ça donne espoir. Ah, ben oui. Si déjà j'ai pas pu passer ce message ce soir, c'est pas mal. Ah, mais là, c'est. Elle est dans Nathalie, la politique aussi? Comment? Elle est en politique? Pas du tout. Non, hors politique. Hors politique. Eh ben, on embrasse Nathalie très fort. Vous l'avez rencontrée comment? Ah, mais ça te regarde. Si. Dis-moi, t'es pas chez Public ici, hein? Ouais, c'est vrai. Non, mais ça va être long parce que je l'avais rencontrée il y a une dizaine d'années et je m'étais dit, tiens, et puis j'ai un couple avant qui a cassé. Ma vie était assez agitée, vous savez, la politique et la vie personnelle, c'est compliqué. Et puis je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de la recontacter. Et comme elle était seule aussi, ben voilà, ça a matché. Incroyable. Voilà. Elle était déjà dans les petits papiers. Et dans ma tête. C'est beau. C'est trop mignon. Alors, pourquoi vous avez décidé, monsieur le sénateur, de vous lancer en politique? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, au départ, j'étais dans le marketing direct et donc j'ai fait prépa HEC et donc ça n'avait strictement rien à voir. Mais ça fait lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que j'ai eu très tôt, en lisant les Grecs anciens, l'Antiquité, la passion de la démocratie. Et vous voyez, la démocratie, c'est une personne, une voix. Et donc, je me suis dit, au fond, pour trouver du sens à ma vie, je me suis engagé assez tôt, en 1982. Et puis, j'ai été élu assez vite, finalement. Et depuis ce temps-là, ça va faire bientôt 40 ans. Bien, j'exerce des responsabilités politiques. Voilà. Ça fait 40 ans que vous êtes en politique. C'était la passion de la démocratie qui m'a motivé à m'engager. Voilà. Vous êtes engagé. Vous êtes un vrai engagé. Oui, on peut dire ça. Ce soir, on va parler de la fin de vie. Il y a quelques jours, au Sénat, vous avez renvoyé le premier texte non voté sur la fin de vie au Parlement. Pourquoi il n'est pas passé, ce texte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'il y a dans ce texte? Alors, le texte, il est sur l'aide à mourir et il envisage, il encadre, mais il envisage quand même à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Et puis quelquefois, c'est la mécanique parlementaire ou des textes, et c'est la démocratie aussi. Il y a eu une conjonction des votes contre. Et donc, ceux qui voulaient pas du texte, comme un peu monsieur qui vient de s'exprimer à l'instant, ont voté contre. Et ceux
qui voulait aller plus loin et qui était pour le texte, puisqu'on avait proposé d'avancer, mais d'avancer de manière plus modérée que l'Assemblée nationale, eh bien, ont aussi rejeté ce texte. Et donc la conjonction des contres a expliqué le rejet du texte au Sénat. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas pour l'euthanasie, mais le suicide assisté, parce que je pense qu'il faut, quand j'écoute madame, et je lui présente toutes mes condoléances, bien sûr, je pense que c'est un vrai sujet de société, mais en même temps, ça pose beaucoup de questions, puisque c'est un phénomène anthropologique. Hein. C'est que, vous savez, ce qui fait la civilisation et ce qui fait l'humanité, c'est que on est la seule espèce qui a décidé de marcher au pas du plus fragile. Et on l'a encore vu au moment du Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on a privilégié les plus fragiles. Les enfants, les bébés ou les personnes très âgées. Et là, si on vote un texte pour soulager les personnes qui souffrent, ou si on vote un texte pour permettre à des gens de partir s'ils ont envie de partir, ça a été un peu le cas de mon père, hein, puisqu'il a demandé à être débranché, ça marche. Mais si on vote un texte pour se libérer des personnes qui sont les plus coûteux pour la société, parce que les plus âgés, je veux dire, sans être trop long, mais la dernière année de votre vie, vous dépensez l'équivalent en soins de ce que vous avez dépensé dans la totalité de votre vie. Donc, oui, c'est un chiffre bouleversant. Hein. Donc, c'est quand même sur la fin qu'on coûte le plus cher à la société, en termes de soins, en termes de retraite, en termes de sécurité sociale. Et donc, voilà, la question, elle est quand même posée comme ça pour moi. Elle est posée de savoir jusqu'où on va, jusqu'où on encadre, parce qu'il peut toujours avoir des dérives. Quelqu'un qui ne voudrait pas, par exemple, être à la charge de ses enfants, déciderait de partir. Ou quelqu'un qui serait un peu cynique ou même horrible, dirait je vais pousser mon père ou ma mère à partir, comme ça j'aurai plus vite son héritage. Vous voyez, toutes ces questions, elles sont tout de même posées. Hein, et de savoir si c'est pour soulager les personnes les plus fragiles ou les personnes qui souffrent ou qui décident elles-mêmes de partir, avec le consentement, la collégialité, enfin tous des principes. Vous avez voté contre, vous, cette loi ? Du coup, vous êtes abstenu ? Non, je me suis abstenu parce que moi j'étais pour une solution du suicide assisté et pas de l'euthanasie, parce que l'euthanasie écrase tout. Dans les pays où il y a l'euthanasie, exemple la Belgique ou la Suisse, on arrive quand même à 7% des décès qui résultent de l'euthanasie. Tandis que le suicide assisté, comme ça existe dans l'Oregon, on décide quand même soi-même de prendre la pilule létale, et donc à un moment donné on hésite. Et donc il y a des gens qui reviennent d'ailleurs sur leur décision. Et donc c'est pour limiter. Moi je suis pas contre l'évolution. C'est quoi la différence exacte entre l'euthanasie et le suicide la question elle est vraiment c'est pas du tout la même chose. Le suicide assisté, on vous prescrit une pilule létale, mais c'est vous qui vous l'administrez vous-même. Tandis que l'euthanasie, c'est un soignant, un aidant qui vous fait une piqûre, qui vous fait partir. C'est pas du tout la même chose. C'est un acte que vous faites vous-même, le suicide assisté. Tandis que l'euthanasie, c'est un acte que quelqu'un va faire pour vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de soignants qui sont extrêmement réticents à le faire. Donc, ça permet aussi de se limiter au suicide assisté. C'est l'idée que j'ai défendue et que je continuerai à défendre en deuxième lecture. Parce que moi, je pense que le Sénat doit être dans la discussion. En votant contre, on est sorti de la discussion et on laisse la discussion à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas non plus pour ne pas rentrer dans la discussion. Donc je défends cette idée. Alors peut-être qu'on légiférera, on légifère pas pour éternellement. On revisitera cette loi. Je suis pas non plus pour le statu quo, mais voilà, le suicide assisté, c'est ça, c'est commencer à s'interroger, comme madame le disait tout à l'heure, mais être aussi très soucieux d'encadrer strictement pour qu'il n'y ait pas d'abus d'aucune sorte. Et c'est que en pilule ou en effervescent? Ça, pour le moment, c'est qu'en pilule, ce que j'en sais. Hein. Mais peut-être qu'il y en a qui font demi-tour sur la route. Ouais. Si Lola, si votre papa vous aurait demandé de partir et de pratiquer donc l'euthanasie ou le suicide assisté à travers cette loi, si elle avait été mise en place, est-ce que vous l'auriez fait ? Si la loi avait été mise en place, oui, sans hésiter. Sans hésiter une seule seconde. Quand on voit un proche souffrir et qui nous demande de partir, évidemment, j'aurais absolument pas hésité. Si je peux revenir sur quelque chose que vous disiez sur le risque de dérive, il me semble quand même dans le premier texte qu'il y avait 5 points qui étaient assez précis sur quand
quand on pouvait mettre en place cette aide à mourir. Donc c'était quand même, le risque de dérive était quand même assez limité. Et sur ce que vous disiez sur les soignants qui sont assez réticents à l'euthanasie, ce que je peux tout à fait comprendre, il y a des gens qui se sont engagés sous le serment d'Hippocrate en disant qu'ils aideraient à la vie, voilà, juste à la vie, pas à mourir. Il y avait dans cette proposition de loi, il me semble, une clause de conscience qui disait que si un soignant ne voulait pas participer à l'euthanasie, il participait pas. Oui, ils étaient libres de choisir. Et David, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Monsieur le sénateur ? Moi, j'aimerais parler un peu peut-être de mon expérience personnelle aussi en tant que professionnel de santé, en tant que kiné, puisque au-delà du libéral que je fais dans mon cabinet, je visite aussi 2 EHPAD tous les matins. Et des résidents, j'en vois plein, si c'est pas au moins 1 sur 3, qui me disent je veux mourir. Et poursuivre des patients assez longuement, je pense voir 80% de ces gens changer d'avis. Juste parce que soudainement, ils ont un kiné qui s'occupe de lui, qui le rend visite, qui est sympa, il retrouve le sourire, je le fais présenter à son voisin parce qu'il n'osait pas aller lui parler, et des choses comme ça. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Après, on peut rentrer dans des points peut-être plus compliqués, effectivement, comme le papa de Lola, et je te présente mes condoléances d'ailleurs. Mais moi, de ce que je vois, en tout cas, sur la majorité des gens qui veulent mourir, il y a des solutions avant de leur donner la petite pilule. Parce que ces papis et ces mamies, souvent, ils veulent déjà mourir, pas forcément parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils se sentent abandonnés. Pour les EHPAD, Ils se sentent abandonnés, la famille vient plus les voir. Il y en a une qui me disait la semaine dernière, ah ça y est, mes petits-enfants sont venus me chercher pour mon anniversaire, mais c'était seulement pour que je paye le resto pour tout le monde. J'étais assis à table toute la soirée et il n'y en a pas un seul qui m'a adressé la parole. Ils parlaient entre eux. Donc c'est sûr, ces gens-là, ils se sentent abandonnés et ils ont l'impression de plus être utiles à la société et donc ils préféraient partir. Mais là, j'ai envie de remettre en cause déjà la famille pour ces personnes-là. Il y a un problème familial déjà. Parce que si la famille s'occupait de ces personnes qui sont en EHPAD, peut-être qu'ils n'auraient pas envie de mourir. Et qu'est-ce que vous pensez des gens, parce que cette loi prévoit aussi donc le suicide assisté. On avait reçu un député qui avait qui avait écrit cette proposition de loi, qui nous avait expliqué qu'en fait, si vous êtes dans un état de dépression la plus extrême, quel que soit votre âge, c'est-à-dire vous pouvez avoir 25 ans et vous êtes en situation de dépression extrêmement violente et que vous avez envie de partir pour ne plus subir cette dépression, eh bien, ça rentrait dans le cadre de cette loi et on pouvait vous accompagner à mourir. Est-ce que ça, vous êtes pour ou contre ? Est-ce qu'on peut obliger les gens à souffrir quelque part ? Est-ce qu'on est légitime aujourd'hui pour dire à une personne, écoute, on t'interdit de partir et tu dois souffrir, si cette personne est vraiment à bout du bout du bout ? Plutôt que de le faire dans une manière violente, parce que les suicides en général, on le voit, c'est des pendaisons, faut mettre les mots sur les mots. Je peux te donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas si ça te parle. Par exemple, Nick Vujicic, c'est un gars qui est très connu. Il est suivi par des millions de personnes à travers le monde. Cet homme, il est né sans bras et sans jambes. Donc, je te laisse imaginer. Il a un tronc et une tête. Il est né comme ça. Toute son enfance, c'était Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça ? Je veux mourir. Et il y a pensé au suicide très souvent. Aujourd'hui, ce qu'il dit dans ses témoignages, parce que il va à travers le monde pour encourager les gens dans les universités, pour encourager les hommes politiques, il rencontre des rois dans des pays africains, etc. Il encourage les gens. Et ce qu'il en dit aujourd'hui, c'est « Je n'aimerais pas être né sans bras et sans jambes ». Il est allé au-delà de sa dépression, etc. Mais lui, c'est parce qu'il a rencontré la foi chrétienne. Il est marié, il a des enfants, il a une vie incroyable. Pourtant, il n'a pas de bras et pas de jambes. Beaucoup d'autres auraient peut-être effectivement aussi été en dépression et auraient voulu mourir. Moi, je parle évidemment en tant que chrétien et avec ma foi, c'est que je sais qu'il y a une solution face à la dépression. Je sais qu'il y a une solution face à beaucoup de choses. Alors ça peut paraître irréaliste, mais il y a aussi des solutions face à la maladie. Je dis pas que Dieu guérit toujours. Moi, j'ai vu des tas de gens guérir de cancer alors que les médecins disaient qu'ils devaient mourir. Ma tante, elle devait mourir de son cancer. Elle a guéri de son cancer. Les médecins n'en revenaient pas. Et j'ai vu des tas de gens guérir par la prière. Donc évidemment, en tant que chrétien, avant de dire
tu peux prendre la pilule pour mourir. Moi, j'ai envie de dire, j'ai déjà envie de prier pour toi pour voir si Dieu va pas te guérir. Mais après, bon, ces propos, bien sûr, n'engagent que vous, et je tiens à le rappeler parce que c'est quand même des propos qui sont particuliers. Et surtout, on ne stocke pas les traitements, Magali. Oui, et voilà, il faut bien préciser aussi qu'on ne peut pas dire aux gens de stopper les traitements parce qu'il faut qu'ils aient de la foi, on le dit jamais. etc. On le dit jamais. Mais, monsieur le sénateur, quand vous entendez David dire ça, et que vous êtes plutôt pour l'accompagnement au suicide, c'est ce que vous nous disiez juste avant, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre aujourd'hui par rapport aux propos qui sont très fort. On a eu ce genre de propos sur le plateau déjà, de gens qui disaient, je parle d'Aurélie Preston, rappelle-toi. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes un homme de loi, qui est un homme du gouvernement aujourd'hui? Je vous laisse nous répondre juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, on revient pour ce débat, cette émission qui est prenante, hyper poignante ce soir. On est en live Insta là. Ouais, il y a même une réaction. Ah. On l'a fait tout de suite ou pas? Oui. T'en as besoin? Attends, alors, parce que là, il y a du contenu quand même ce soir. On va laisser monsieur le sénateur réagir aux propos de David, notre influenceur. Alors, je rappelle, monsieur le sénateur, Olivier Henno, sénateur du Nord, qui vient de nous parler de la loi aujourd'hui qui est en train de passer ou pas passer, on va le savoir assez rapidement, sur l'aide à mourir en France. Je trouve que cette loi, c'est très inaperçu par rapport à l'importance du sujet. Moi, je suis assez choquée d'entendre beaucoup de propositions de loi à l'Assemblée nationale qui font des débats sur tous les plateaux de télé pendant des heures, on entend que ça, etc. Notamment la loi sur les influenceurs, par exemple. Et une loi pour la fin de vie, personne n'en parle. Je trouve ça ultra choquant. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour nous de faire ce sujet pour cette émission. David Antoine, influenceur, kiné, mannequin et chrétien, nous disait qu'il était contre cette loi. Il nous a expliqué sa vision des choses. Et Lola Dixit, influenceuse, qui vient de perdre son papa d'un cancer qui a une semaine et qui nous a apporté son témoignage. Monsieur le sénateur, qu'est-ce que vous pouvez répondre à David quand il nous dit que il ne faut pas laisser faire les gens ce suicide assisté parce qu'on peut les ramener peut-être au bonheur et à la vie tout simplement? Alors, d'abord, moi je suis croyant, même catholique. Mes 5 enfants sont baptisés, et donc c'est pas ça la question. Mais en même temps, je crois à la science. Je suis aussi à l'écoute des évolutions de la société. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe. C'est qu'on vit plus longtemps qu'auparavant, mais on vit pas toujours plus longtemps en bonne santé. Et donc, beaucoup de personnes ont aujourd'hui moins peur, et ça c'est un changement radical, moins peur de mourir que de mal vieillir. Et donc, il est logique que même quand on est croyant, on s'interroge sur les évolutions de la société. Moi, je suis croyant, pas forcément pratiquant, mais catholique. Mais très honnêtement, alors comme je fais de la politique depuis 40 ans, j'étais pour la loi sur l'avortement, j'étais pour la loi sur le Pacs, j'étais pour le mariage pour tous et pour la PMA pour toutes et tous. Donc je suis parce que la société évolue. Et enfin, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et les minoritaires doivent être solidaires de la majorité. Donc à partir du moment où moi je fais des réunions, c'est pas pour brosser les gens dans le sens du poil, c'est pour essayer d'affronter mes convictions, parce que c'est un choix de conviction, c'est l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité de Max Weber, mais en même temps d'essayer d'être en communion avec les évolutions de la société. Et à partir de là, moi, quand je fais des réunions et que je vois que les gens sont favorables à une évolution de la législation, je m'interroge. Je ne suis pas seulement sur mes convictions, mais je suis aussi sur la responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle je cherche un chemin, parce que je crois que la loi, elle doit toujours évoluer en fonction de l'évolution de la société. Et je n'ai pas l'impression de renoncer à ce que je suis, à mes convictions personnelles, à mes fondamentaux. Quand je fais ça, je fais simplement de la politique. Mais je respecte monsieur qui exprime ses convictions. Voilà. Mais et donc, moi, je suis législateur, voyez-vous. Je ne suis pas des défenseurs de la loi sacrée. Je suis législateur. Je fais le droit, j'écris le droit, parce que j'ai la légitimité démocratique, c'est comme ça. Je cherche à écrire le droit parce qu'il faut que je trouve l'équilibre entre mes convictions personnelles et les évolutions ou demandes de la société. C'est ça, être parlementaire. Mais si, par exemple, on aurait laissé, comme il a expliqué David, cette personne donc, qui n'a plus de bras, plus de jambes et qui voulait se suicider, et aujourd'hui qui a trouvé la foi, qui a trouvé le bonheur, etc., etc., si on l'avait accompagné pour mourir,
est-ce qu'on ne porterait pas une certaine culpabilité, finalement, ou est-ce qu'au contraire, on doit respecter la volonté de chacun aujourd'hui ? Alors, d'abord, comme a dit Lola, on va pas accélérer les choses comme ça. C'est que il faut que la personne ait son libre arbitre, il faut qu'il y ait une collégialité, on en débat, et puis on propose aussi les soins palliatifs. Donc c'est pas uniquement la question de la douleur. Mais vous voyez, mon père, il a choisi d'être débranché parce que même la loi Claes-Leonetti, elle laisse aussi des espaces de choisir un moment donné de partir. Si on est sous respirateur artificiel, on demande à être débranché, on part dans la nuit. Donc il y a déjà ça. Donc c'est un arbitrage complexe, mais on voit bien qu'aujourd'hui il y a une demande de la société pour quand on pense que quand on souffre beaucoup, certaines maladies, ou quand on pense qu'on est arrivé au bout de la route, voilà, il y a cet espace de demande de liberté supplémentaire, voilà. Mais en même temps, je comprends parfaitement que ça heurte des personnes et que des personnes soient contre. C'est l'arbitrage qu'on doit rendre. Bien sûr. Lola, vous voulez réagir ? Oui, quelque chose sur la dépression, comme disait David, c'est quand même les maladies mentales qui restent encore super tabous. Dans le cas de mon père, vous avez tous réagi autour de la table en comprenant ce que je voulais dire par souffrance. Je vous parle de sang tout de suite, voilà. Mais la dépression dans la tête de plusieurs personnes, c'est une petite déprime. Voilà, on dit qu'on a envie de mourir et puis ça passera demain. Sauf que la dépression, les maladies mentales, c'est comme toutes les maladies. Je veux dire, si je me casse le tibia et que je souffre le martyre, je vais peut-être vous dire là j'ai envie de mourir, j'en peux plus. Les médecins vont dire non, tu peux déjà tenter de mettre un plat, tu peux prendre tel médicament et puis ensuite ça ira. Par contre, si j'ai une maladie qui fait que tous mes os se brisent dès que je tombe quelque part, que les médecins me disent désolé, il y aura rien à faire, tu pourras plus vivre normalement, et que je dis là j'ai envie de mourir. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances, si vous me permettez. Pareil pour la dépression, tout le monde peut, je sais pas si autour de la table vous avez déjà expérimenté une dépression, des crises d'angoisse ou par exemple des troubles de la bipolarité. C'est horrible sur le moment, tout ce qu'on veut c'est mourir. Mais pareil, les psychiatres sont là pour dire voilà, des gens ont essayé ce traitement. Si ce traitement marche pas, on va en essayer un autre, on va vous hospitaliser. C'est pas moi je suis pour cette loi à l'aide à mourir, même pour les maladies mentales, parce que j'imagine qu'elle ne s'appliquerait pas si quelqu'un d'un coup pris d'une pensée suicidaire allait voir un médecin et disait allez, filez-moi un cacheton. Oui, c'est encadré, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, c'est comme la maladie. Une fois, moi j'ai un contre-témoignage là-dessus qui a du vécu. Oui. C'est-à-dire, David. Un des pasteurs de mon église, Benjamin Peter Schmidt, vous pourrez aller regarder son témoignage sur YouTube, il a fait une dépression tellement sévère qu'il a essayé de se jeter dehors de la voiture quand il était sur autoroute. Ça a duré des mois, vous écouterez le témoignage en entier, il a fini en asile psychiatrique, il a fait des choses tellement graves qu'on l'a mis en camisole de force, il prenait des médicaments, c'était une quinzaine de pilules par jour, et en asile psychiatrique, on lui a dit « quelqu'un qui est comme vous, il sort plus jamais ». Et ce jour-là, il a dit à l'infirmière « Mon Dieu va me sortir de là ». Le lendemain, il était guéri, il était sevré en un jour de ses médicaments, alors que c'est un truc qui se fait sur des mois normalement, et tout est parti complètement. Donc ça, c'est un contre-témoignage complet, encore une fois. Mais encore une fois, alors je le dis, mais ça, c'est ma foi qui est personnelle. Je peux pas faire adhérer d'autres personnes à ma foi, j'en suis conscient. D'accord, c'est une démarche qui est personnelle, que les gens peuvent faire personnellement. Ils peuvent chercher Dieu et vivre la même chose. Chacun est libre. Donc, mon truc, c'est pas d'imposer mes idées. C'est seulement de donner mon avis, évidemment. Bien sûr. Maintenant, je respecte la liberté de conscience de chacun. Chacun fait comme il veut. Et il y a un truc très important parce que Monsieur le sénateur, il parlait tout à l'heure d'une loi qui est sortie en 2016. Je sais plus le nom. Je crois que c'était 2016 ou 2006. Pour pouvoir débrancher, justement. Pour moi, il y a une grosse différence entre l'acharnement thérapeutique. C'est la loi Claes-Leonetti. Voilà, c'est celle-là. L'acharnement thérapeutique, je suis pas pour. Pour moi, il y a une grosse différence entre maintenir quelqu'un en vie par des machines ou donner une pilule à quelqu'un pour le tuer. Pour moi, c'est pas la même chose. La vie normale d'un malade, quelqu'un qui arrive au bout de son cancer et qui veut décider lui-même de plus prendre de traitement parce que la vie fait qu'il pense qu'il va mourir de son cancer, qu'il n'est pas bien, je peux l'entendre. C'est un choix personnel, mais c'est pas un suicide. C'est pas comme prendre une pilule pour se tuer. Pour moi, il y a une grosse différence entre les deux. Oui, c'est-à-dire que vous dites qu'une personne qui n'a plus d'espoir du tout dans sa maladie, pour vous, qu'il arrête son traitement, etc., ça peut se comprendre. Mais par contre, donner une pilule à quelqu'un pour qu'il puisse se suicider, ça, c'est pas acceptable, c'est ça ? Ouais, c'est une grosse différence pour moi entre se donner la mort
et décider de faire ce que la vie a décidé pour soi-même. Mathias, comment ça réagit sur les réseaux sociaux ? Justement, par rapport à la pilule, il y avait une question, c'était la pilule doit être prise chez soi ou à l'hôpital ? C'est normalement prévu à l'hôpital, enfin dans un lieu de soins où on est encadré, où on est accompagné. Oui, voilà, c'est ça. Parce que les gens se demandaient si la pilule, vu que c'est avec une ordonnance, on prescrit la pilule, si les gens devaient la ramener chez eux pour la prendre chez eux, parce que sinon c'est super dangereux de faire ça, ou si c'était directement à l'hôpital. Alors c'est en débat, puisque la loi n'est pas définitivement votée. Donc il y a débat de savoir si c'est les pharmaciens qui le délivreraient ou si c'est les hôpitaux ou les unités ou les EHPAD. La loi n'est pas encore arrêtée. On est dans le cadre de ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc on est en cours de discussion. Mais ça, ce sont des arguments qui sont discutés. Par exemple, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont réticents à ça, qui invoquent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la clause de conscience, qui pourrait exister aussi pour les pharmaciens. Parce qu'avoir cette pilule dans beaucoup d'hôpitaux de soins palliatifs, les médecins sont aussi contre. D'ailleurs, alors je les avais pas cherchés, je les ai vus passer à la télé d'ailleurs. Des médecins, d'ailleurs, même une chef d'une des plus grandes cliniques de soins palliatifs de Paris, qui disait qu'elle était totalement contre, en expliquant que le problème, c'est que pour la grande majorité des gens qui sont en fin de vie, chez elle en tout cas, dans les soins palliatifs, le fait d'être suivi correctement en soins palliatifs, ils n'ont plus cette envie de mourir. Et le problème en France, c'est que l'accès aux soins palliatifs, c'est un droit pour tous, mais en pratique, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça entre les endroits ruraux, le manque de place dans les hôpitaux, le manque de soignants. En fait, il y a un gros travail à faire déjà au niveau des soins palliatifs que le gouvernement devrait mettre en place avant de trouver d'autres solutions. C'est deux sujets complètement différents pour moi, les soins palliatifs et l'aide à mourir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, David. Dans un monde idéal, le système de santé serait parfaitement financé, on aurait des soignants partout et ce serait super. Et dans la théorie, je suis d'accord avec vous. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes à gauche qui sont pas d'accord avec cette loi sur l'aide à mourir, parce qu'ils disent que comme la société est inégalitaire, les gens les plus pauvres n'ont pas accès aux soins de la même manière que les gens les plus riches, et du coup, cette aide à mourir concernera plus les gens les plus pauvres. Et je suis d'accord sur ce constat, la société est inégalitaire. Mais il y a une différence entre la théorie et la pratique, et on est quand même très loin de l'utopie, et la société est quand même très loin d'être égalitaire, et voir des personnes souffrir comme ça, c'est plus possible. Les médecins, ils font le serment d'Hippocrate et le gouvernement le serment d'Hypocrite. Ouais. Elle est bien celle-là, non ? Elle est pas mal. Monsieur le sénateur. On la valide. Je la donne pour Nathalie ce soir. On sort toujours dans l'ambiguïté à ses dépens, disait Talleyrand. Alors, j'ai une question et vous pourrez nous répondre après cette petite pause. Monsieur le sénateur, pourquoi on ne ferait pas un référendum sur ce type de loi, étant donné que c'est quand même à nous de choisir au final, c'est nos vies quand même, c'est la société qui doit choisir et non pas les politiques, parce que finalement, il y a une poignée de politiques qui sont en train de choisir un petit peu l'avenir de tout le monde. Est-ce qu'on partirait pas sur un référendum pour ce genre de loi ? Votre réponse juste après cette petite pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes plus de 500 000 à suivre Sud Radio sur les réseaux sociaux. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h43, nous sommes en direct sur un débat très très poignant. Êtes-vous pour ou contre l'aide à mourir en France, cette loi qui est en pleine navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat justement pour passer ou pas passer. Monsieur le sénateur, justement, c'est quand même une loi qui impacte nos vies, vraiment pour le coup. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait faire un référendum plutôt que de faire voter cette loi par une poignée de politiques ? Alors, juste une précision, moi je ne suis pas favorable à l'euthanasie, encore moins à l'euthanasie, mais même au suicide assisté, pour les personnes qui ont des maladies psychiques ou psychiatriques, parce que je ne veux pas justement qu'il y ait ce type d'abus. Pour les soins palliatifs, il y a aussi la sédation profonde, donc c'est quand même aider les gens à mourir déjà sur le plan médical, mais ça existe déjà. Alors pourquoi ? En fait, si vous voulez, dans la démocratie, sans donner un cours de droit, mais la démocratie représentative ou la démocratie directe, elles sont au même niveau. Donc, le peuple, quand il nous élit pour prendre des décisions parce qu'on ne peut pas légiférer sur tout. Mais ceci posé, il est totalement possible, c'est la décision du président de la République, de faire un référendum. L'avantage, c'est que chacun
peut s'exprimer. L'inconvénient du référendum, c'est ce qu'on appelle le plébiscite, c'est qu'il arrive parfois que les gens ne répondent pas à la question qui est posée. Par exemple, parce qu'ils regardent aussi celui qui pose la question. Et celui qui pose la question, c'est le président de la République, puisque ce sont les institutions. À partir de là, il se peut que les gens se disent « Oh ben nous, on en a marre du président de la République, comme il est à un niveau d'impopularité assez élevé, je vous apprends rien, et qui disent « Comme c'est lui qui pose la question, on va répondre non ». Donc, il y a des avantages au référendum, c'est qu'effectivement, chacun peut donner sa voix. Il y a des inconvénients, ça n'est pas toujours la bonne réponse, c'est ce qu'on appelle le plébiscite, et quelquefois, il est arrivé que la démocratie soit appauvrie par le référendum et pas enrichie comme vous pouviez l'espérer. Voilà. Mais il n'y a pas d'idéal en quelque sorte, c'est la solution du moindre inconvénient. Si le président de la République fait un référendum, encore faut-il savoir sur quelle question. Sur quelle question il fait le référendum? Parce que c'est bien beau de dire un référendum, mais un référendum, c'est oui ou non. C'est pas, vous voyez, on va pas faire un référendum à plusieurs entrées, autrement ce serait trop compliqué à dépouiller. C'est pas un QCM, quoi. C'est pas un QCM, voilà, exactement, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a des avantages au référendum. Il pourrait... Peut-être le fera-t-il, il a dit au vœu d'ailleurs, prendre la loi sur l'aide à mourir et dire voilà, la loi elle en est là, le processus parlementaire il va passer vite, donc je pose la question aux Français, c'est oui ou non. Nous, on travaille sur la nuance et sur l'encadrement, on travaille, voilà, il y a à chaque dispositif juridique ses avantages et ses inconvénients. Et est-ce que vous pensez ce débat, et ça je vous posais la question à tous les trois, est-il influencé par les difficultés budgétaires de l'hôpital public? Non. Est-ce que vous pensez qu'en dessous de tout ça, il n'y a pas un petit peu de question d'oseille? Moi personnellement, je pense pas. Je pense que c'est un débat qui est trop prégnant. Je veux dire, on le voit tous dans nos familles. On a tous les trois raconté une histoire familiale. C'est plus qu'une question d'argent. Si c'était oui, ce serait dramatique. Bah oui. Donc c'est non. Oui. Non, c'est non. Objectivement, c'est non. David? Je pense pareil. Je pense pas que ce soit un rapport à l'argent. Donc on a quand même une France encore saine? On espère. Est-ce que vous craignez, Lola, est-ce que vous craignez par exemple une dérive vers la banalisation de la mort médicalement provoquée? Est-ce que vous pensez que ça va pas banaliser justement la mort aujourd'hui? Non, je pense pas. Et sur le chemin, dans le taxi pour venir, j'ai écouté quelqu'un qui disait que c'était un Belge, donc là où c'est légalisé, il me semble, qui disait que juste le fait, en fait, ce qui l'angoissait, c'était la manière dont il allait mourir des suites de son cancer, et juste le fait de savoir qu'il avait cette possibilité du suicide assisté, lui avait enlevé une grande partie d'angoisse, et finalement, il n'y avait pas eu recours. Pour moi, légaliser le suicide assisté, ça va pas multiplier les demandes par 10, ça va juste aider des personnes à partir dignement. Oui, Yannick. Et là, on parle beaucoup des personnes qui veulent mourir parce qu'ils sont malades, etc. Mais on parle pas des familles qui souffrent aussi avec les malades. Parce que faut aussi penser à ces gens-là. Et des fois, quand un malade dit oui, je veux partir parce que là, pour moi, je suis au bout. Il y a aussi la souffrance des familles qu'il faut entendre. Et c'est souvent le cas de procès où on entend des médecins qui ont un peu poussé sur les traitements, pour laisser partir parce que les familles aussi poussaient. Donc, je pense qu'en vrai, on pense pas non plus aux familles qui souffrent autour. Et je pense que c'est un débat bien plus large que simplement les personnes qui sont en train d'être malades ou qui veulent tout simplement partir. Est-ce que vous pensez que la France est culturellement prête pour une telle, alors si je peux dire une évolution, peut-être une avancée? David, il va pas être content sur une bonne évolution, mais est-ce que vous pensez que la France culturellement est prête à ça? Alors, il y a un phénomène sur les projets de loi de société, c'est que à ce jour, on revient jamais en arrière. Et puis, le débat en France, il est toujours très enflammé sur tous les projets de société. L'avortement, avec veille avorteuse, vous avez encore des vieux écriteaux comme ça. Le Pacs, à l'époque, la PMA pour toutes et tous, le mariage pour tous, c'est toujours... Mais une fois que ça a été adopté, le débat s'apaise et en règle générale, 2 à 3 ans, il y a une forme de consensus qui se fait en disant, fallait le faire. Donc je pense que la France est prête, oui. Et vous, David? Il y a un verset de la Bible qui dit que le bien serait appelé mal et le mal sera appelé bien, et c'est ce qu'on voit dans la société de plus en plus. Donc je pense que tout viendra de toute manière, dans tous les cas. Et je pense que si c'est accepté, en tout cas par les chrétiens, c'est parce que les chrétiens, ils doivent respecter leurs autorités. Donc à partir du moment où
Il y a des lois qui se mettent en place, même si on est contre, on va suivre les règles. Il est sage, David. Il est très sage. Hein. C'est un vrai démocrate. Je salue le vrai démocrate, parce qu'être démocrate, c'est être solidaire même si on est minoritaire. Lola, qu'est-ce que vous pensez là, à la sortie, parce qu'il nous reste quelques minutes d'émission, est-ce que vous pensez du coup que faut y aller, quoi? C'est le moment. Moi, je pense que c'est le moment. Ça fait 20 ans que les débats ont lieu. Alors, il va falloir prendre une décision à un moment ou à un autre. Et je pense que là, vous demandiez si la France était prête. Le dernier sondage que j'ai vu de l'IFOP, 92% des Français étaient pour. Donc oui, pour moi, elle est prête. Ah oui, quand même, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, monsieur le sénateur, cette loi, elle doit passer quand? C'est quoi le calendrier? C'est-à-dire que à quand on peut dire qu'il y aura une loi pour aider à la fin de vie en France? Alors, le calendrier parlementaire est le suivant. Je pense que c'est courant mars que ça passe à l'Assemblée nationale. Ça revient ensuite au Sénat. Et on a une commission mixte paritaire pour se mettre d'accord, si nous on vote un texte. Et puis si le texte n'est pas adopté par la commission mixte paritaire, ça vient une dernière fois à l'Assemblée qui a le dessus, parce que les députés sont élus par le peuple, tandis que nous on est élus de manière indirecte par les conseillers municipaux de toute la France. Voilà, donc s'il n'y a pas d'accident institutionnel, c'est-à-dire le gouvernement qui serait démissionnaire, ou le gouvernement, parce qu'il y a eu tout ça, ou le gouvernement qui serait censuré, on est dans une période instable, la loi devrait être adoptée avant la fin de l'année ou plus tard. Donc en 2026. En 2026. Et pour vous, elle va être validée? On va y arriver. Je pense qu'à la fin, il y aura un dispositif législatif. Moi, par exemple, je ne veux pas aller trop loin, mais je pense que, par exemple, pour la maladie de Charcot, il faut faire quelque chose. Il est évident qu'on voit, on peut pas, je veux dire, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que la loi Claes-Leonetti est une grande loi, mais ça n'a pas de sens de dire que c'est une loi qui ne devrait pas évoluer. On n'est pas les gardiens du temple, voilà. Et donc, je pense que il va y avoir une législation qui va évoluer d'ici 2026, oui, je crois. C'est un vrai. Pourquoi les médias n'en parlent pas autant? Pourquoi cette loi, elle passe, on dirait, un peu inaperçue? Vous n'avez pas cette sensation-là? Peut-être parce que je suis trop narcissique, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Mais enfin, je vous remercie. Mais peut-être que nous, on voit ça comme ça. Mais on fait tout ce qu'on peut pour en parler. Mais on vous remercie d'organiser cette émission avec d'autres personnes que nous. Mais nous, on essaye d'avoir le plus grand écho. C'est toute notre vie, mais on n'y arrive pas toujours. C'est moi qui me trompe, hein. Non. Vous trouvez qu'on en parle beaucoup, Lola? Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais comme je disais, depuis 20 ans, on en parle. On fait des allers-retours. Donc les gens finissent par se lasser. Oui, mais finalement, c'est l'année où ça va se passer. Justement, ça fait 20 ans que tout le monde en parle. C'est vraiment un sujet d'actualité, j'ai envie de dire, chaque année. Il y a 20 ans, l'opinion n'était pas prête, je crois pas. Oui. Non, c'est sûr. C'est assez sûr. Vous savez, tous ces sujets-là, c'est normal aussi qu'on prenne notre temps. Tocqueville, il disait qu'on doit aborder ces choses-là les mains tremblantes, un petit peu, parce que vous voyez tout ce que ça conditionne. On ne va pas refaire l'émission, mais l'opinion est prête, elle ne l'était pas il y a 20 ans. Puis si on demande à Macron, il dira for sure. For sure. On passe tout de suite aux questions flash and cash. Les questions flash et cash. Alors, les questions flash and cash. Alors, j'ai des questions. C'est le moment préféré de nos auditeurs. C'est moi qui me suis inventé ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que c'est mon moment préféré. Non, c'est vrai. Je vous pose des questions simples, efficaces. David et Lola, vous aurez la même question. Et monsieur le sénateur aura sa question. Alors, Olivier Hainaut, monsieur le sénateur, Mathieu Kassovitz dit que l'école fonctionne encore comme dans les années 50 et abîme les enfants. Faut-il arrêter de faire commencer l'école si tôt le matin et laisser les enfants se reposer? Êtes-vous d'accord avec lui sur le fonctionnement de nos écoles? Non, je suis pas d'accord avec lui. C'est que son propos est qu'il y a du vrai, il faut faire évoluer l'école, mais son propos me semble excessif. Lola, faut-il dépénaliser le cannabis? Alors Lola et David, faut-il dépénaliser le cannabis en France pour mieux encadrer et contrôler, ou est-ce ouvrir officiellement la porte à une banalisation des drogues? Lola. Moi, je dirais que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors, allez à Amsterdam et pas de légalisation en France pour le moment. David? Moi, je pense qu'on ferait mieux de serrer la vis et puis arrêter tous les trafiquants. C'est pas faux.
Olivier Henno, monsieur le sénateur, Marlène Schiappa défend Léa Salamé et juge scandaleux qu'on lui demande de se retirer du 20h à cause de Raphaël Glucksmann. Faut-il arrêter d'exiger des femmes journalistes ce qu'on n'impose jamais aux hommes? Ça, c'est une vérité. Ou accepter que le couple crée forcément un problème de crédibilité? Ah ben non, mais si c'était une femme candidate, et ça peut l'être, je pense qu'à un moment donné, sur les médias, il y a une obligation de réserve. Donc ça ne me choque pas qu'il y ait une forme d'obligation de réserve. Mais la question, c'est qu'elle doit fonctionner dans les deux sens. Oui. Mais si on a la parité, normalement, elle fonctionne dans les deux sens. Il y a la parité partout. Vous trouvez qu'il y a une parité l'obligation de réserve? Non, pas assez. Déjà, dans les PDG du CAC 40, je vois pas beaucoup de femmes. Vous voyez déjà ça. Sur les 40 PDG du CAC 40, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, il y a une question d'égalité hommes-femmes qui n'est pas aboutie dans la société. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas appliquer le droit de réserve. C'est normal. Vous voyez, comment pourrait-elle, s'il est candidat au présidentiel, s'il l'est pas, bon, mais comment pourrait-elle, en toute objectivité, l'interroger à égalité de droits et de devoirs par rapport à d'autres candidats? C'est pas possible. Donc, il est normal qu'il y ait cette obligation de réserve qui a fonctionné aussi pour Jean-Louis Borloo à l'époque avec sa femme. C'est pas la première fois. Mais c'est vrai que comme ce sont plus souvent des candidats hommes, malheureusement, et qu'il n'y a pas une égalité absolue, on a ce sentiment-là. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à l'obligation de réserve. Alors, Lola et David, quand les policiers municipaux et les pompiers manquent d'effectifs partout en France, faut-il augmenter massivement les salaires pour recruter? On veut ça, oui, mais pour tous les métiers. Commencez d'ailleurs par le mien. Augmentez-moi. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Pour l'instant, rien. Je cherche un mari et un travail. Ah bah alors, il faut que je fasse... il peut trouver tout le monde. Ah mais c'est super. Il est là pour ça. David, Lola, elle pourrait aller dans L'amour est aveugle. Ça lui fera un travail de télé-réalité. Elle rencontrerait l'amour en même temps, peut-être. Allez, je ferai ça. David, est-ce qu'il faut augmenter les salaires des policiers et des pompiers? Ouais, sans doute. Je connais pas exactement leur salaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de salaires qui devraient monter. Les instituteurs aussi, les infirmières aussi. Pas mal de salaires qui devraient monter en France. Merci beaucoup. Merci Olivier. Oui, Mathias. Il y a une dernière question dans le live qui vient de tomber. Vas-y. Nathalie, votre compagne, tu m'emmènes où pour la Saint-Valentin? En Égypte. Et c'est vrai. Mais c'est pas incroyable. Vrai. Mais c'est qui ce sénateur incroyable? Mais qui est ce sénateur romantique qu'on a? C'est incroyable ça. Vous pourriez pas me faire une petite leçon de romantisme à mon mari? Écoutez, mais il doit l'être. Je vous vois, il doit l'être. Vous avez une mine trop réjouie pour qu'il le soit pas. C'est vrai, j'avoue. Ou alors c'est parce qu'il est pas là, elle est contente. Non, c'est pas vrai. On l'adore. David, vous trouvez un mari pour notre chère Lola ou pas? Et moi, je vois une question sur le live qui vient de tomber. Mathias, aurais-tu un Instagram pour Lola? Voilà. C'est fou. C'est fou. Mathias est en couple récemment depuis quelques temps. J'ai suivi mon ami Olivier Henno et voilà. Donc ça c'est nouveau, ça vient de tomber. Alors avant ça c'était Mathias et les belles. J'en connais un qui va avoir une scène en rentrant ce soir. Demain sur Sud Radio. Merci à vous tous. Merci Olivier Henno, sénateur du Nord. Merci David Antoine, influenceur kiné, mannequin. Alors quel CV? Attendez, je refais. Influenceur kiné. T'as oublié auteur aussi. Auteur, pardon. C'est le Pôle emploi, le gars. Influenceur kiné, mannequin, chrétien, auteur. Et beau gosse. Merci. Merci Lola Dixit, influenceuse engagée. Allez voir ses vidéos sur TikTok, elle cartonne.